À titre de bonus, et sur une suggestion de notre ami Michel Béguin, que je remercie, je voudrais vous parler pendant une petite demi-heure d'un genre théâtral. Je ne vous ai pas parlé de théâtre, puisque je ne me suis intéressé qu'au roman, d'un des genres de théâtre les plus populaires et les plus féconds au XIXe siècle, genre que l'on appelle la féerie. Autrement dit, vous l'avez bien compris du fait de cette appellation, ce sont des pièces de théâtre qui mettent en scène du merveilleux. Et le merveilleux est une forme de l'imagination littéraire dont nous avions eu l'occasion de parler au tout début du cycle sur le fantastique, puisque le fantastique s'est finalement construit à partir du merveilleux. Donc la féerie est un genre théâtral qui remonte au moins au XVIIIe siècle, mais qui a connu ses plus grands succès en France au cours du XIXe siècle, et pas seulement durant la période romantique. Elle est un des trois grands genres du XIXe siècle. J'appelle grands genres ici ceux qui ont eu le plus de spectateurs, qui ont eu le plus grand nombre de représentations, ces trois genres étant le vaudeville, le mélodrame et la féerie, bien avant le trop célèbre drame romantique et bien avant même la comédie. La féerie se caractérise donc par le recours à des sujets merveilleux, le plus souvent inspirés par les contes, par exemple les contes de Perrault, qui vont mettre en scène des créatures surnaturelles comme les fées et qui vont surtout utiliser de nombreuses machines et artifices à grand spectacle pour représenter la magie et les métamorphoses. Et c'est d'ailleurs un des éléments clés du succès extraordinaire remporté par le genre de la féerie. C'est l'émerveillement des spectateurs devant tout ce que le spectacle pouvait leur proposer. Si on veut remonter à l'origine de ce genre théâtral, en général, on considère que ça procède des ballets de cour de la Renaissance et de la comédie-ballet, comme par exemple Molière a pu en écrire. Mais son développement au cours du XVIIIe siècle et dans la première moitié du XIXe siècle va essentiellement mobiliser le patrimoine des contes merveilleux avec quelques interférences que je n'ai pas le temps de développer, mais qui vont venir notamment des littératures étrangères comme les contes d'Hoffmann, par exemple. Et au fur et à mesure que la féerie se développe au XIXe siècle, elle va mobiliser des moyens de plus en plus importants en termes de machines, d'accessoires et de costumes. Elle pourra également donner lieu à des féeries musicales. Peut-être avez-vous eu l'occasion de voir, il n'y a pas si longtemps, une représentation du Roi Carotte d'Offenbach, qui date de 1872, qui est à proprement parler une féerie musicale, même si elle s'intitule opérette. Et l'importance de ce genre est soulignée par le prestige des écrivains qui s'y sont intéressés et qui ont écrit sur la féerie ou qui ont voulu en écrire eux-mêmes, comme par exemple Victor Hugo, Charles Nodier, George Sand et même Gustave Flaubert, qui a écrit une féerie qui s'appelle Le Château des Cœurs, qui date de 1880. Donc c'est le genre qui a le plus poussé le surnaturel au théâtre et qui est né au fond dans sa dimension 19e du climat de mixité esthétique qui caractérise le théâtre depuis la Révolution. Avec le recours à un certain nombre de procédés et d'inventions qui étaient proscrits par le théâtre classique ou que le théâtre classique n'était pas en mesure d'imaginer ou d'inventer. Et
c'est avec la féerie que l'écart avec les normes prescriptives du théâtre académique va pouvoir se mettre en place bien avant le drame romantique et la fameuse préface de Cromwell. Donc, la vocation de la féerie, et c'est le point commun qu'elle a par exemple avec le mélodrame qui apparaît tout à la fin de la Révolution, c'est de répondre aux attentes d'un public populaire qui cherche au théâtre à renouer avec une forme d'émerveillement et une célébration d'un certain nombre de vertus. Et elle va puiser donc sa matière narrative dans le répertoire des contes de fées, hein, qui sont bien connus, qui ont été véhiculés par la littérature de colportage à partir du XVIe et du XVIIe siècle. Et ce qui fait que l'esthétique de ce genre va rester à peu près immuable dans ses principes tout au long du XIXe siècle, mais va s'enrichir de toutes les nouveautés que les inventions de la machinerie théâtrale vont permettre. Et de même, tout ce qui va constituer les bouleversements politiques et sociaux pourront venir l'enrichir sur le plan thématique. Donc, dans la féerie, vous allez avoir un découpage de la pièce qui va se faire en tableau plus qu'en scène et en acte. Elle va elle va utiliser un très grand nombre de changements de décor pour justement renouveler l'intérêt et l'admiration du public, mais elle va jouer avec cette surenchère spectaculaire de l'invraisemblance qui devient une véritable convention. Autrement dit, il y a un présupposé, vous allez voir une féerie, vous acceptez le principe du merveilleux. Vous êtes là pour jouir du merveilleux. Et donc, vous allez avoir de la magie sur la scène, et c'est ce pourquoi vous allez voir la féerie. Alors, la féerie au XIXe siècle va avoir un certain nombre de pièces véritablement canoniques qui vont être représentées des centaines, voire des milliers de fois pendant de longues années. Les historiens du théâtre citent en général une pièce de 1806 qui s'intitule « Le pied de mouton », due à deux auteurs, Martinville et Ribier. Ces pièces sont souvent écrites en collaboration, mais c'était également le cas du mélodrame. Et on va également citer Les pilules du diable de 1839, qui est dû à la collaboration de Anicet-Bourgeois et de Laurent. Alors je vous donne un petit résumé de l'intrigue, ça vous donne une idée de ce que pouvait être une intrigue de féerie. Et ça a été représenté dans une des grandes salles du théâtre romantique qui a disparu depuis longtemps, qui s'appelait le Cirque Olympique. Donc, vous avez au départ un personnage d'artiste pauvre qui s'appelle Albert, qui veut se marier avec Isabelle. Il a un rival qui s'appelle Sotiné, qui est protégé par un nommé Seringuinos, qui est tuteur de la jeune fille. Donc vous voyez, vous vous retrouvez là dans un dispositif canonique de la comédie sentimentale. Mais la folie veille sur les deux amoureux et permet de lutter contre les talismans qu'une sorcière nommée Sarah a donnés au rival d'Albert. Donc on va avoir la lutte entre la magie blanche et la magie noire. Mais magie blanche qui vient de la folie. Donc que peuvent provoquer ces talismans et le combat mené par la folie contre ces talismans? Bien, par exemple, vous avez les personnages qui s'assoient, qui veulent à table, les chaises disparaissent, vont reparaître loin de la table. Ils veulent se servir à boire, et bien la bouteille va être avalée par un portrait qui est placé au-dessus de la glace.
Lorsque Seringuinos et Sotinet prennent le chemin de fer, le wagon fait explosion. Le corps de Seringuinos s'éparpille en morceaux et son valet va remettre ensemble les morceaux en disant « Je n'aurais jamais cru qu'il fallait tant de morceaux pour faire un apothicaire ». Donc vous avez comme ça des tas de petits événements, tous plus invraisemblables les uns que les autres, mais qui sont constitutifs de la féerie, de son esthétique spectaculaire. La pièce, bien entendu, va se terminer dans une contrée imaginaire qui est l'empire de la folie, avec le mariage d'Isabelle et d'Albert. Bon. Ce qui fait que certains critiques diront que les pilules du diable, c'est en quelque sorte la matrice de toute une série de féeries qui vont être écrites dans les années 40, 50, 60, etc. Parmi les grands auteurs de la féerie, il y a deux frères qui sont Théodore et Hippolyte Coignard, qui vont produire pendant 40 ans des féeries. Parmi les plus célèbres, il y a la Biche au bois, il y a le Royaume des fées, qui a été créé à la Porte Saint-Martin en 1945, qui est l'histoire de la princesse Désirée, qui du fait d'un mauvais sort qui a été jeté par la fée de la fontaine, est femme le jour et biche la nuit. Donc une fée va donner un talisman à un prince qui s'appelle Souci, qui peut faire cesser cet enchantement, mais le talisman est volé par un mauvais génie, Mesrour. Le prince se met à la recherche de l'anneau qui lui a été dérobé, parcourt le royaume des cloches, le royaume des poissons, le royaume des légumes, la grotte des sirènes, l'île des plaisirs, et après bien des épreuves, l'amour va triompher. Donc ça, c'était la Biche au bois ou le royaume des fées de 1845. Toujours de ces deux frères, la Chatte blanche, créée en 1852. Donc vous avez une fée qui veut marier Blanchette avec le roi Bigonnet, mais Blanchette aime le prince Pimpondor, qui est le fils du roi Matapa. Une autre fée protège les amoureux. La fée maléfique va transformer Blanchette en chatte blanche. Et à la fin de la pièce, Blanchette reprend figure humaine et se marie avec Pimpondor. Vous voyez, la féerie suppose toujours un happy end. On peut également citer les bibelots du diable des mêmes frères. Ils vont se mettre à trois avec Clairville, etc., etc. Donc je pourrais vous multiplier les exemples. Il y a eu des travaux récents et de grande qualité sur le genre de la féerie qui a été récemment, non pas redécouvert, mais remis au premier plan des études sur le théâtre de l'époque romantique. Alors, paradoxalement, parce qu'on ne l'attend pas sur ces terrains, celui qui a résumé de la manière, je crois, la plus claire, les règles des féeries, n'est autre qu'Émile Zola, qui écrit ceci, je cite: « Il existe un plan accepté par tous les auteurs. Deux amoureux, dont l'amour est contrarié, qui ont pour eux un bon génie et contre eux un mauvais génie, et qu'on marie quand même au dénouement, après les voyages les plus extravagants, dans tous les pays imaginables. Ces voyages, en somme, sont la grande affaire, car ils permettent aux décorateurs de nous promener au fond de forêts enchantées, dans les grottes nacrées de la mer, à travers les royaumes inconnus et merveilleux des oiseaux, des poissons ou des reptiles. Quand les acteurs disent quelque chose, c'est uniquement pour donner le temps aux machinistes de poser un vaste décor derrière la toile de fond. » Donc cette définition de Zola est très complète et vous donne vraiment les principales caractéristiques et les principaux ingrédients de ce genre. Mais avant Zola, Théophile Gautier s'est lui aussi beaucoup intéressé à la féerie et dans ses chroniques théâtrales a fait preuve d'un certain nombre de réserves, alors qui ne portent pas sur le genre en lui-même, mais sur la conception que l'on s'en fait à l'époque. Pourquoi ? Parce que pour lui, la féerie, c'est avant tout du spectacle, mais un spectacle qui est en quelque sorte contrarié par le manque
de bon sens et de logique dans la conception de l'intrigue, qu'il considère être relevé plutôt du genre de la fantaisie. Autrement dit, il faudrait pour lui réhabiliter la féerie en tant que texte de théâtre plus sérieux, et voilà ce qu'il écrit en 1848 à propos de la poule aux œufs d'or, qui est une féerie de Dennery et Clerville. Dennery qui était également un auteur de mélodrames. Commandons, alors il est singulier qu'avant de monter une de ces immenses machines théâtrales qui coûtent 6 mois de travaux et une centaine de mille francs de dépenses, on ne fasse pas cette réflexion bien simple. Commandons un canevas, dussions-nous le payer 1000 louis à Victor Hugo, à Lamartine, à Dumas, à Musset, aux plus grands poètes de ce temps-ci, qu'ils y déploient à toute envergure les ailes de leur fantaisie, et nous nous chargeons ensuite de rendre leurs rêves réels. Donc, pour que la féerie soit un genre théâtral qui puisse acquérir sa dignité pleine et entière, il faudrait que ce soit les grands auteurs. Car en effet, les auteurs de féerie, qui sont extrêmement populaires, encore une fois, qui sont très connus à l'époque, sont en même temps pris de haut par les grands auteurs du romantisme, qui considèrent que ce sont des faiseurs, des gens qui font une sorte de production industrielle de pièces de théâtre, sans grande qualité, mais qui touchent un grand public et qui en même temps touchent beaucoup d'argent, ce que évidemment les drames romantiques ne peuvent pas toujours rapporter. Il ne faut pas oublier aussi cette querelle autour de la rémunération des auteurs à l'époque. Donc, il faut rétablir les droits de la fantaisie, terme qui est usurpé par ces petits auteurs de féerie. Et il propose de manière amusante une solution provisoire dans l'attente des grands textes que devraient produire Hugo ou Lamartine ou Dumas. Un conseil que nous donnons à tous les faiseurs de féerie, c'est de supprimer les paroles. La pantomime, avec son éloquence muette, est bien préférable pour ce genre de pièce. Outre qu'elle épargne quelques fautes de français et plusieurs bêtises, elle est plus animée, plus rapide, et ne contrarie pas l'idée qu'on se fait de l'action. Une féerie est un rêve que chacun interprète à sa manière. Ça, c'est une très très bonne définition qui intervient au terme d'une proposition évidemment provocatrice et humoristique, et qui fait allusion à un autre genre de théâtre qui était très populaire aussi à l'époque, avec ses salles spécialisées, qu'on appelle la pantomime, effectivement, qu'il faut distinguer de la pantomime chez les Anglais, car vous avez un genre très populaire de théâtre anglais, la pantomime, qui mélange de la danse, des chants, du dialogue, etc. Alors que la pantomime française au XIXe siècle est un genre strictement muet. À tel point d'ailleurs qu'il y avait un règlement strict pour les salles de théâtre qui représentaient des pantomimes. On pouvait fermer une salle si, par malheur, des acteurs se mettaient à parler sur scène. Vous avez un écho de cela dans le film Les Enfants du Paradis. Je ferme la parenthèse sur la pantomime. Mais c'est dans la pantomime que se sont forgées les grandes traditions du mime, que reprendra à son compte le mime Marceau, par exemple, au XXe siècle, avec le grand mime de l'époque, qui est d'ailleurs un héros des Enfants du Paradis, qui était le mime de bureau. Donc, voilà ce que dit Théophile Gautier. Et ajoutant, c'est en effet une fête pour les yeux que ce genre de spectacle. Autrement dit, pour lui, la féerie, c'est avant tout du spectaculaire et qui pourrait être agrémenté d'un dialogue de qualité si on le confiait à de grands auteurs. Autrement dit, c'est la mise en scène qui, pour Théophile Gautier, constitue l'essence même de la féerie. Et la magie d'un décor
Et par exemple, il a donné quelques descriptions de décors qui sont très intéressantes pour les historiens de la littérature parce que, évidemment, on manque, on n'a aucun enregistrement, hein, par définition, de ces féeries du 19e siècle. On a quelques comptes rendus dans la presse. Nous avons, nous avons les textes de ces féeries, mais qui sont plus des trames qu'un texte véritablement nourri, et qui indiquent quelques jeux de scène, quelques éléments de décor, mais qui ne donnent qu'une bien pâle idée de ce que ça pouvait être et surtout de la manière dont la machinerie théâtrale fonctionnait. Donc nous avons, sous la plume de Théophile Gautier, des précisions un peu plus importantes. Par exemple, à propos de Podane, hein, donc le conte de Perrault transcrit en féerie. Tous les contes de Perrault ont été adaptés à de multiples reprises en féerie théâtrale. Là, il parle d'une version qui est de 1838, dont j'ai oublié le nom de l'auteur, peu importe. La décoration du premier acte, qui représente le palais de Don Martino, le père de Podane, est fort originale. Des têtes d'âne et des arabesques de chardon décorent les murs parsemés de hi-han et autres onomatopées et emblèmes aziniques. Le jardin de la Fée, où s'élève un château d'eau d'une riche architecture, se distingue par une grande fraîcheur et une délicieuse humidité. La brume argentée de la cascade est parfaitement rendue. Les arbres ont une tournure maniérée et ouateau, tout à fait élégante. Les gazons, piqués de fleurettes, font bien velours et invitent à s'asseoir. La décoration finale ressemble au palais enchanté des 1001 nuits et ne serait pas dédaignée par le magnifique Aladin lui-même. À propos de Les 7 châteaux du diable de 1844, donc là c'est un conte de Naudier qui est adapté, les costumes qui changent à chaque acte et presque à chaque scène, sous les yeux même du public, sont parfois très brillants et toujours très pittoresques. Plusieurs décorations sont aussi fort remarquables. La décoration qui représente le palais de l'orgueil avec la tour de Babel et que l'on voit s'écrouler chargée de monde sous les éclats de la foudre est habilement conçue et bien exécutée. Les jardins de la luxure, dus au pinceau de messieurs Philastre, Cambon et Joseph Thierry, pour une fois on a les noms des décorateurs, sont d'un aspect délicieux, d'une couleur ravissante, la lumière et l'ombre s'y jouent à merveille. C'est un tableau complet, un paysage chatoyant et illustré. La décoration mystique qui termine la pièce dépasse toutes les autres en magnificence. C'est un temple chrétien, comme en rêvent les artistes, et comme le Moyen-Âge nous en a légué quelques-uns. Du haut de la voûte descend, en pivotant dans son cercle zodiacal, un globe d'azur semé d'étoiles d'or, et sur lequel 3 anges se tiennent debout, environnés d'un nimbe lumineux, dont les doubles rayons tournent en sens contraire avec une éblouissante rapidité. Des flocons de nuages, soutenant d'autres anges, descendent en même temps que la sphère, et à mesure que le groupe céleste se rapproche du sol, on voit apparaître au fond les vitraux de l'église, resplendissant de toutes les couleurs du prisme. Les 7 châteaux du diable n'offrissent-ils que ce magnifique tableau, mériterait encore d'attirer la foule. J'évoquais tout à l'heure la biche au bois, voilà ce qu'il dit à propos du décor. Le royaume des poissons est de la fantaisie la plus baroque. Dans une décoration de madrépores, de coraux, de plantes aquatiques, se meut tout un peuple revêtu d'écailles, avec des têtes de brochets, de saumons, de carpes, d'écrevisses, etc. Ces travestissements sont exécutés avec beaucoup de vérité. Ensuite, à l'acte 4, un ballet de légumes des plus grotesques a excité les rires de toute la salle. Rien n'était plus singulier que de voir la polka dansée par des champignons et des poireaux secourant leurs racines chevelues. Le roi des Cantalous était très drôlatique avec sa casaque saumon, hérissée de filaments et historiée de grappes de pépins. Alors, si vous avez vu la représentation du roi carotte d'Offenbach, vous avez des costumes et des décors qui sont tout à fait comparables à ce qui est décrit ici sous la plume de Théophile Gautier. Mais un des reproches aussi que fait Théophile Gautier aux féeries, c'est qu'au fond, elles se ressemblent toutes. La corde de pendu, dit-il,
La corde de pendu, ça a été représenté en 1844. La corde de pendu est bien excusable de ressembler aux pilules du diable, hein, que je vous évoquais tout à l'heure, qui elles-mêmes ressemblent aux pieds de mouton, que je vous citais également, qui ressemblaient, etc. Il est facile de pousser cette généalogie au-delà du déluge et de trouver aux pièces féeriques des origines hindoues, persanes, sanskrites, car elles sont toujours fondées sur la lutte de cette dualité éternelle du bien et du mal. C'est là que vivent encore les vieilles traditions manichéennes affaiblies, dénaturées, mais pourtant reconnaissables, et le spectacle de la vie humaine aux prises avec deux influences, l'une bonne, l'autre mauvaise, sera éternellement intéressant. Donc que dit Théophile Gautier? La féerie est un genre éternel. On a longtemps considéré que le genre de la féerie avait pratiquement disparu vers la fin du XIXe siècle, début du XXe. Alors, en réalité, d'une part, la féerie renaît au cinéma avec Georges Méliès. Vous avez beaucoup de petits films de Georges Méliès qui sont de véritables féeries, avec des transformations, des disparitions, des réapparitions, etc. Si vous avez l'occasion de voir ces courts-métrages de Méliès, un, c'est absolument délicieux. Deux, cela peut vous donner une idée de ce qu'étaient les représentations théâtrales de féerie, car Georges Méliès en a vu, comme tous les gens de la fin du XIXe siècle. Et d'autre part, il va y avoir une véritable renaissance de la féerie au théâtre, moins en tant que genre que d'apport au théâtre du XXe siècle. Alors je prendrai un exemple, et un seul, mais qui est suffisamment éloquent, c'est la pièce de Maeterlinck qui est L'Oiseau bleu. L'Oiseau bleu est véritablement un conte de fées mis en scène théâtrale et qui renoue avec la tradition de la féerie du XIXe siècle. Et dans le théâtre de Giraudoux, par exemple dans Intermezzo, vous pourrez retrouver quelques éléments de la féerie classique et sous la plume d'autres auteurs. Et vous allez avoir un intérêt pris par un certain nombre d'écrivains du XXe siècle à la notion de féerie. Eh bien, j'en citerai deux. Proust, car si vous faites un inventaire des mots utilisés par Proust dans la recherche du temps perdu, vous trouverez fréquemment le terme de féerie, et qui est en liaison avec l'imaginaire et le spectaculaire de la féerie du XIXe siècle. Et l'autre, c'est Louis-Ferdinand Céline, qui, dans ses romans, a une sorte d'attirance pour la féerie, au point d'intituler un de ses romans « Féerie pour une autre fois ». En d'autres termes, ce que Gautier disait de la permanence de la féerie, de ce combat éternel entre le bien et le mal, de ces ressources permanentes de l'imaginaire merveilleux, se trouve parfaitement vérifié avec la littérature du XXe siècle, mais aussi avec pratiquement les origines du cinéma et de ce qu'on appelle aujourd'hui les effets spéciaux. Je vous remercie.